Bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes le lundi 11 octobre 2010. Je vous donne les titres de votre journal. Demain, mardi 12 octobre, peut-être le rendez-vous de la dernière chance pour les opposants à la réforme des retraites. La grève devrait être particulièrement suivie dans l'administration et les transports. De grandes manifestations également sont attendues. La Foire Expo de Montpellier bat son plein depuis vendredi au menu des stands, mais aussi du sport, toutes sortes de sports. Les handballeurs montpelliérains font la grimace. Nouvelle défaite en Champions League en Hongrie et en plus blessure en série, notamment pour Nicolas Karabatic, leur capitaine. En fin de journal, nous retrouverons notre invité, Denis Rey, directeur de l'Union régionale de l'habitat social. Il dénonce un hold-up de l'État sur les HLM. Et puis on commence ce journal avec un mot de météo. Si la vigilance orange a été levée pour le département de l'Hérault dans la journée, les précipitations restent importantes dans l'Aude et très importantes dans les Pyrénées-Orientales. Dans ces deux départements, l'alerte est maintenue au moins jusqu'à 22 h ce soir. Les pompiers de l'Hérault sont en colère. Une partie d'entre eux réunis devant leur direction en début d'après-midi ont dénoncé une augmentation de leur temps annuel de travail et le manque de personnel. On va écouter Sébastien Albert, un représentant syndical CGT. Il met en cause la présidence et plus particulièrement la direction du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault. C'est au micro de Maxence Kérébel. Il remet en cause tout ça dans un climat de mécontentement et de démotivation. Ces mesures, elles auraient pu être acceptées aisément par les agents à partir du moment où le fonctionnement du SDIS, il est clair, il est sain et tout le monde, je dirais qu'à partir du moment où le SDIS fonctionne correctement, on peut se permettre de faire ce genre de mesures qui sont souvent difficiles à faire accepter aux agents, mais avec le dialogue, ça peut passer. Peut-être la journée de grève et de manifestation de la dernière chance pour les opposants à la réforme des retraites. Une réforme voulue et portée par le gouvernement. Les sénateurs ont d'ores et déjà voté le passage à 62 ans de l'âge légal de la retraite. Ils s'apprêtent à repousser à 67 ans. C'est une des autres mesures dénoncées, l'âge du départ à taux plein. Les syndicats veulent encore y croire. Dans tous les cas, soyez prévoyants. De fortes perturbations sont annoncées dans les transports et dans les administrations, notamment dans l'éducation nationale. Le point avec Jessica Péris. Et c'est reparti pour une journée de galère, à commencer par le réseau TAM. 57% du trafic sera assuré sur la ligne 1 du tramway, avec en moyenne 8 minutes d'attente en journée et 30 minutes en soirée. Pour la ligne 2, comptez un tram sur 2 et un tram des 20 h. Du côté des bus, seule la moitié du trafic sera assurée. Les lignes 5 et 14 ne seront pas desservies. Tous les renseignements au numéro qui s'affiche. À la SNCF, le trafic est affecté dès ce soir, 19 h. Demain, 45% du trafic des TER sera assuré par des trains et autocars de substitution. 38% des TGV sont en circulation, ainsi que 37% des trains corail. Mais ne comptez aucun train Talgo entre la France et l'Espagne. Plus de renseignements au numéro qui s'affiche ou sur le site internet de la SNCF. À l'aéroport, la moitié des vols seraient annulés. Des retards sont également à prévoir. Plus d'informations auprès de vos compagnies aériennes. Autre message, cette fois pour les écoliers et parents d'élèves. À Montpellier, 15 écoles seront fermées et aucune cantine ne fonctionnera. À noter enfin que ce mouvement de grève générale pourrait se poursuivre dans les prochains jours. En effet, certains mots d'ordre de grève reconductibles ont été lancés. Vous le savez, chaque semaine en France, ce sont 1 à 2 pharmacies qui ferment leurs portes définitivement pour alerter les pouvoirs publics et tenter d'enrayer le phénomène. Les pharmaciens organisent depuis mi-septembre une grève des gardes, un mouvement qui ne gêne pas les clients mais qui oblige l'administration à réquisitionner les pharmacies. On écoute Jean-Michel Ferrando de la Chambre syndicale des pharmaciens de l'Hérault au micro d'Alexandre Grélier. Les marges s'effondrent chaque année. Les pouvoirs publics ont, avec l'idée qui est tout à fait légitime de diminuer les déficits de la sécurité sociale, fait que bien souvent c'est le médicament qui est la variable d'ajustement pour essayer d'enrayer ces déficits. Et malheureusement, ce sont les pharmaciens qui en pâtissent les premiers.
Donc les marges s'effondrent et aujourd'hui, les pharmaciens ont de plus en plus de difficultés au jour le jour à équilibrer leurs entreprises, donc à faire fonctionner leurs entreprises normalement. La foire internationale de Montpellier a ouvert ses portes vendredi dernier. Cette année, ce n'est pas un pays qui est à l'honneur, mais c'est la planète sport avec des animations dans l'aréna et la venue de champions et de personnalités du sport. Aujourd'hui, c'était le tour de Stéphane Goubert, le champion cycliste hérolté aux 10 participations au Tour de France. Et puis également d'un certain animateur, ma foi, d'un fort beau gabarit. On les écoute tous les deux au micro, bien sûr, d'Olivier Roy. Eh bien, ici, en direct de l'aréna de Montpellier, il y a une ambiance formidable. Pierre Fula, toujours à l'heure de Nagano, et Stéphane Goubert, jeune retraité du cyclisme en guest-star. Jusqu'au 18 octobre, les personnalités du sport vont se succéder dans l'aréna. Mais pour attirer les foules, rien ne vaut une petite démo. Je vous montrerai, après je suis en train de passer mes diplômes d'entraîneur, je vais faire des initiations de BMX. Donc laissez-moi quelques temps et après peut-être je vous montrerai, mais il faudra le passer à l'accéléré, comme ça on aura l'impression que je vais vite. D'accord, pour Stéphane, c'est plus la route que l'acrobatie en vélo, courageux mais pas téméraire. Quant à Pierre Fula, ancien champion d'haltérophilie et célèbre journaliste sportif, il est toujours prêt à commenter la gymnastique, même si Stéphane ne lui parle que d'une seule chose, les Jeux d'hiver de Nagano en 1998. Il s'est trouvé que pendant les 3-4 premières journées de ces Jeux Olympiques, il y a eu un temps épouvantable, du brouillard, de la neige, etc. Et les Guignols de Canal+ ont profité de cet événement pour en faire un gros événement. Et ça a été pour moi la cerise sur le gâteau parce que ça a été très popularisé. Bon, le coin des sportifs de cette foire de Montpellier, c'est donc l'aréna. Et côté démo, tout le monde peut s'y mettre. Et demain, c'est au tour de Marie-Jo Pérec. Non, je vais essayer de ne pas vous le faire façon Pierre Fula, la reine du Tour de piste, médaillée d'or à Barcelone. C'était pas mal mon imitation, non? Très bien. C'est bien. Et médaillée d'or, donc je les ai à Barcelone et à Atlanta, qui sera présente à Montpellier. Ne la ratez pas. On reste dans l'aréna où le sport ne fait pas que des heureux. Vous avez entendu, il y a de l'animation, il y a du bruit, il y a du gros son, mais il y a également des commerçants qui sont installés dans l'aréna à quelques mètres des démonstrations sportives. Et bien, ils ont un peu de mal à faire la promotion de leurs marchandises. Coup de colère cet après-midi, c'est toujours au micro d'Olivier Roiran. En tant que démonstrateur, nous sommes obligés de ramasser des clients, de faire des trèpes. Là, les clients s'en vont, trop de bruit. Et étant donné en plus que les micros sont strictement interdits sur foire et salon pour un démonstrateur, là, nous sommes en plein boum-boum toute la journée. Et nous avons été obligés de fermer la moitié d'un stand pour faire partir du personnel qui aurait dû être là toute la semaine. Là, on n'a pas la musique, mais quand il y a la musique, on ne peut absolument pas parler à un client. C'est impossible. Nous sommes sur une foire, nous ne sommes pas dans un gymnase. Nous sommes ici pour gagner notre vie. Et je pars du principe qu'on n'a rien à faire dans un gymnase. Et ce soir, les vendeurs mécontents ont été reçus par la direction de la foire qui a reconnu les désagréments liés à cette installation. Ils vont tenter ensemble quelques aménagements. Elle s'appelle Delphine Arduini. Elle est atteinte de diabète de type 1, celui qui peut se développer dès l'enfance. Cela veut dire vivre en permanence avec une pompe à insuline. Une avancée considérable dans le traitement et l'autonomie des patients, à tel point que cette jeune femme a décidé de promener sa pompe à insuline à travers les 5 continents et qu'elle en a ramené avec son compagnon une exposition photo que l'on peut découvrir au CHU de Montpellier. On l'écoute au micro de Jean Brun. Alors le diabète, en effet, en 2010, en France, se soigne bien. Se soigne parce qu'on a la chance d'avoir accès aux insulines et à la technologie qui existe. Maintenant, ce n'est pas le cas dans tous les pays. Donc c'est ça aussi que je voulais montrer, que tout le monde n'a pas forcément accès aux soins et aux traitements et qu'on meurt encore dans certains pays comme en Inde et au Népal du diabète de type 1. Et après, c'était surtout porter un message positif parce qu'en effet, ils se soignent le diabète. Mais il y a encore plein de diabétiques qui malheureusement vivent de façon recluse chez eux et ne vivent pas leur vie en se disant à cause du diabète, je ne peux pas faire ça. Or, on peut tout à fait le faire, il faut juste bien se connaître et aller de l'avant.
Un bel exemple donc donné par cette jeune femme. On va découvrir quelques-unes des photos visibles au CHU jusqu'au 22 octobre. Un voyage, un très très beau voyage fait à deux, et donc je le rappelle également avec la pompe à insuline que l'on découvre également sur certaines de ces images. Nous voilà en Mongolie jusqu'au 22 octobre donc au CHU de Montpellier. Il menait encore à quelques minutes de la fin du match, mais au final ce sont les Hongrois qui l'ont emporté, les Hongrois de Veszprém. Décidément, la Ligue des Champions démarre avec beaucoup de difficultés pour le MAHB, d'autant qu'ils ont perdu hier leur capitaine Nikola Karabatic. Image Olivier Brachard, résumé Maxence Kerebel. 5 minutes de trop, 5 minutes fatales au MAHB. À la 55e, Montpellier mène 24-23 contre Veszprém. Mais voilà, les blessures de Karabatic et de Kavtichnik changent la donne. Le manque de rotation est fatal au MAHB. Nicolas qui se fait une grosse béquille, je crois, donc derrière ça donne moins de percussion au jeu, c'est sûr. Après ça joue aussi à des balles importantes qu'on met pas forcément au fond, des contre-attaques, des choses comme ça. Car il y a eu ce coup franc à la dernière minute qui aurait pu permettre l'égalisation. La détermination et la percussion en première mi-temps étaient bien là, et surtout un gardien Storel en grande forme. Mais voilà, dans les arènes européennes, ces atouts ne sont pour l'instant pas suffisants. J'ai vu des joueurs monter énormément leur niveau de jeu parce que je pense qu'ils avaient un peu peur du contexte. Donc ça veut dire que ce genre de choses, ils sont capables de le produire, ils l'ont en eux. Donc il faut maintenant qu'on arrive à renouveler ce genre d'application tactique et qu'on continue à travailler pour gommer encore ces petits défauts qui par moments nous font nous rapprocher des meilleurs, mais font que par moments on est encore un peu derrière. 2 défaites en 3 rencontres de Ligue des Champions. Le match samedi contre Prešov en Slovaquie est déjà décisif pour le MAHB. Et nous y serons bien sûr en Slovaquie, ce sera samedi prochain. On retrouve notre invité, Denis Rey. Vous êtes directeur de l'Union régionale de l'habitat social et vous dénoncez carrément aujourd'hui un hold-up de l'État sur les fonds, l'argent, les HLM, ce qu'on appelle les HLM, habitation à loyer modéré, l'habitat social. Qu'est-ce que vous voulez dire par hold-up ? Bonsoir, mais hold-up, c'est quand il reste 4 sous en banque et lorsqu'on nous les vole. Je dirais que si c'était le premier de hold-up, ce serait encore quelque chose, mais ce sont des hold-up, je dirais, successifs qui se produisent. Et aujourd'hui, tout simplement, alors même que notre objectif est de répondre, je dirais, à cette mission de solidarité qui consiste à loger et à répondre aux besoins. Je rappelle, 70 000 demandes en attente, on a besoin de bâtir. Nous étions à 2500 logements par an, aujourd'hui 5000. Pour les construire, c'est ultra simple, il faut investir. Pour investir, il faut avoir quelques fonds propres. Allez, on va dire 10% de fonds propres, comme tout le monde. Il faut en mettre un petit peu pour construire. Aujourd'hui, sur ces fonds propres... Ça veut dire que le reste, c'est de l'endettement ? Le reste de l'endettement, absolument. De l'endettement ou bien de la subvention. Subvention collectivité territoriale, locale. Donc à l'heure d'aujourd'hui, c'est très simple. L'an dernier, en 2009, c'était une ponction de 850 millions d'euros sur le 1% pour le logement donc des salariés des entreprises. Ponction faite par l'État. Ponction faite par l'État. Et cette année, l'État voudrait vous prendre, vous, organisme de logement social, combien ? Eh bien, cette année, ou plutôt pour l'année prochaine, pour 2011, la loi des finances prévoit de ponctionner 1 milliard d'euros sur 3 ans. À partir de l'année prochaine, soit 340 millions d'euros par an à l'échelle nationale, ce qui pèse en Languedoc-Roussillon, dans une région déjà fort sinistrée, avec assez peu de logements sociaux, malgré une démographie énorme, ce qui pèse pour 8 millions d'euros, 8,2 par an, soit 25 millions d'euros pour les 3 années qui arrivent. Et dans les arguments du ministre, il dit mais c'est pas un vrai prélèvement, je vais prendre dans la caisse de certains offices et HLM qui ne construisent pas assez de l'argent pour le donner à des institutions habitat social qui, elles, ont besoin de construire. Alors c'est vrai qu'il persévère dans ses affirmations lors de son face-à-face avec Thierry Repentin, président de l'Union nationale HLM, il y a quelques jours. Oui, effectivement, sauf que c'est pas la même chose. Je prends dans une poche et je redonne dans d'autres poches. Et en clair, les 340 millions pour 2011 pris
sur les fonds propres des organismes HLM, ce qui va les empêcher de bâtir, de rénover, de réhabiliter. Ces fonds propres-là, donc cette ponction, appelons-la comme cela, le ministre dit mais je vais la redonner aux organismes qui en ont besoin dans les secteurs les plus tendus et notamment au niveau... Et alors vous pensez qu'il ne va pas le faire, le gouvernement ? Ah ben moi je pense que s'il le fait, on parlait là de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, l'ANRU, donc le fameux ANRU, des quartiers, des grands quartiers dégradés, sauf que cette annonce avait été faite il y a quelques années et que finalement le ministre risquerait de financer ce qu'il a déjà promis il y a quelques années. Voilà. Donc en fait, les caisses de la rue sont vides aujourd'hui, ou quasiment vides. On n'arrive pas à boucler. Et je pense que cette ponction-là va alimenter tout ou partie donc de cette organisation. Voilà. Concrètement, il peut y avoir des incidences pour les locataires, des augmentations de loyers par exemple ? Mais certainement pas, puisque les effets pervers du système font que, on parlait de double peine ou de triple peine. Non, le locataire ne verra pas son loyer augmenter, puisque autant cette ponction donc est directement prélevée sous forme d'une taxe dans les caisses donc des bailleurs sociaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si jusqu'à présent un bailleur social quel qu'il soit avait 100 € pour réparer, rénover, eh bien demain il en aura un peu moins. Alors, il fera moins de rénovation et moins de construction. Mais nous allons devoir faire des choix. Ça veut dire une incidence pour l'emploi, pour l'activité ? C'est énorme, puisque vous savez que l'effet levier qui consiste à dire j'investis 1 € pour faire simple. Avec cet euro-là, j'injecte dans l'économie locale 10 €. C'est de 1 à 10. Ça veut donc dire que si on m'enlève cet euro, eh bien je vais enlever 10 € dans l'économie locale. Ça veut dire qu'en termes d'emploi, ça pèsera sur les 3 années environ 1200 emplois en Languedoc-Roussillon. C'est le calcul, l'estimation que vous avez faite. Vous mobilisez là depuis aujourd'hui au niveau des médias, les organismes HLM parlent, émettent des dossiers, mais ce sont les parlementaires qui vont voter le budget dans quelques semaines. Vous avez des échos, vous êtes entendu de ce côté-là ? Mais écoutez, nous avons plus que des échos, puisque quand vous dites, et à juste titre, nous nous mettons à parler aujourd'hui en Languedoc-Roussillon. Nous parlions hier au congrès national HLM à Strasbourg et le président, je le disais, Repentin a fait état donc de ce coup de gueule finalement sur ces hold-up. Et je dois avouer qu'à la fois l'ensemble des familles HLM, tous les bailleurs sociaux se sont ralliés derrière cet étendard, je dirais adossés aux collectivités territoriales. Et si on reprend ce face-à-face, j'ai entendu le ministre dire tout simplement, c'est pareil, l'argent de l'État ou l'argent des collectivités territoriales, c'est le même. Eh bien, je laisse juge les téléspectateurs de savoir si à un moment donné... Donc vous avez un espoir de voir ce projet recalé, retoqué à l'Assemblée ? Eh bien, écoutez, nous avons... C'est pas facile. Déjà, pour les retraites, c'est pas facile, vous l'avez vu ? Eh bien, écoutez, je crois que c'est dans l'air du temps. Je crois que les Français peut-être se réveillent. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous constatons que les plus touchés, ce sont les plus modestes. Donc, le fait qu'ils se réveillent au travers de la parole et des élus et de l'ensemble de la classe politique et donc de l'ensemble des bailleurs sociaux, je pense que ça risquerait de faire bouger un petit peu le gouvernement sur le sujet, d'autant que toutes les régions de France suivent le Languedoc-Roussillon aujourd'hui et mon petit doigt me dit que ça bouge ailleurs. Eh bien écoutez, on a entendu en tout cas votre message et puis on suivra ce dossier bien sûr sur 7L TV et vous, si vous le souhaitez, suivez bien sûr 7L TV, les programmes continuent. Merci de votre fidélité, très bonne soirée à tous. Prochain rendez-vous avec l'information, le Flash Info de 12h30 demain mardi. Très bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée.